bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir choisi TLR TV pour suivre votre émission Droit de savoir qui portera aujourd'hui sur le royaume Téké. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Eugénie Opou, femme de lettres, à son actif 14 ouvrages littéraires. C'est la romancière du royaume Téké. Mais elle est aussi femme politique et femme culturelle, d'autant plus qu'elle est à la tête de plusieurs associations à caractère culturel. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et merci d'avoir choisi TLR TV. Bonjour Madame Opou. Bonjour Christian. Comment devrais-je vous appeler, Madame Opou, Eugénie ou la reine Opou? La reine. Opou. Je préfère. Et puis il y a le nom que vous avez oublié, Moyini. C'est très important ce nom. Moyini. Moyini. Opou. Parce que Opou, c'est le nom d'épouse. Moyini, Oui. c'est le nom de naissance. Et ce nom est très, comment on appelle ça? Traditionnellement, c'est pas par hasard qu'on a donné ce nom. C'est un nom qui est très, très mystique. Moyini. Donc, il faut savoir le prononcer. Comment ça se prononce alors? Moyini. Moyini. Mm-hmm. Merci. Mais vous allez donc nous dire comment est-ce que vous avez acquis ce nom Opou. Opou, c'est le nom d'épouse. Mon époux s'appelle Opou. Ah, donc, c'est Moyini, épouse Opou. Mais vous êtes une reine, la reine Opou. La reine. Je suis la reine du royaume Téké, la vraie. La reine. Il y a reine et reine. Je suis née de la famille Akwansan. Akwansan, c'est une des 6 branches royales dans lesquelles on puise un roi. Et donc, quand vous êtes dans cette famille-là, demain matin, dans cette famille, on attend toujours, quand on puise les rois dans le royaume Téké, on peut du jour au lendemain prendre un roi de ce côté-là dans cette famille, parce que ça fait partie de ces 6 branches. Si demain, on choisit par exemple de prendre une femme, je suis la première sur la lignée Akwansan. C'est pour cela qu'on m'appelle femme roi. C'est pas reine. Là-bas, chez nous, on appelle femme roi. C'est-à-dire, c'est cette femme. Comment on devient reine? Alors, reine. Est-ce le fait d'être femme du roi ou bien c'est juste une consécration, mais qui n'a rien à voir avec la femme du roi? Tout à fait. Ça, c'est une bonne question aussi. Dans le royaume Téké, la femme du roi n'est pas reine. Naturellement, quand on voit un peu comment ça se passe dans le monde, c'est facile de dire c'est la femme du roi, donc c'est une reine. Dans le royaume Téké, ce n'est pas le cas. Dans le royaume Téké, on devient reine par initiation. C'est-à-dire, comme nous avions eu, depuis la nuit des temps, on a eu une seule reine qui a été initiée reine. C'était la reine Ngalefo. Pourquoi on l'a initiée reine? C'est vrai qu'elle était femme du roi, mais on ne l'a pas initiée reine parce qu'elle était femme du roi. Parce qu'on avait vu en cette femme-là des capacités mystiques, intellectuelles, et de pouvoir faire de cette femme reine. Alors, en ce moment-là, ceux qui ont des attributs de pouvoir mettre les choses en place ont voté le fait qu'on devait l'initier, et on l'a initiée reine. C'est la femme du roi qui a été initiée reine. Cette femme a géré le royaume presque tout le temps, même après le décès de son mari. Alors, quand son mari décède, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que cette reine, comment est-ce qu'on va? Finalement, on a dit, c'est une femme qui a des pouvoirs immenses, il faut la garder là où elle est. Désormais, le royaume aura 2 entités. Un roi qui règne à Mbé et la reine qui sera à Ngabé. La reine sera la gardienne des totems. C'est comme ça que la reine Ngalefo a été la gardienne des totems jusqu'à sa mort. Oui, lorsque vous parlez qu'elle détient des pouvoirs énormes, des pouvoirs immenses, vous avez dit, et une capacité mystique très élevée, donc capable de faire quoi exactement? Alors, déplacer les montagnes. Exactement, elle pouvait les déplacer. Non seulement elle pouvait les déplacer, elle avait la capacité, on va sourire, elle avait la capacité de pouvoir planter un arbre, n'importe quel, un arbre fruitier, qui va pousser et donner des fruits le même jour. Et non seulement ça, c'est une femme intelligente parce que nous sommes des femmes. C'était une femme de caractère.
C'était une femme qui s'imposait devant tout le monde. C'était une femme qui, évidemment, oui, femme de caractère. Moi, je veux un peu comprendre d'abord. Je suis un peu intéressé du côté mystique, ses pouvoirs mystiques. Il était capable de faire quoi exactement? Elle avait vraiment des pouvoirs surnaturels connus par tout le monde. Elle pouvait tout faire. Tout, c'est-à-dire, elle peut faire chuter la pluie ou l'arrêter, hein? Elle faisait tout ce qui était dans le domaine des pouvoirs surnaturels. Elle avait vraiment des pouvoirs surnaturels. Et c'est pour cela qu'elle a été reconnue dans le royaume en tant que telle, au fait. D'ailleurs, même dans le milieu, au moment où nous étions encore dans le domaine de la colonisation, les Européens qui étaient là étaient très étonnés par les pouvoirs qu'avait cette femme-là. S'il y a une femme qui a géré effectivement le monde en ce temps-là avec les Européens qui étaient là, c'est bien elle. Donc, ce sont des personnes qui ont reconnu aussi ces capacités mystiques et intellectuelles qu'elle avait, cette dame. Et où sont passés ces pouvoirs-là? Apparemment, ça n'existe plus. Oh, le colon est parti avec? Oh, si, ça existe. Ça existe, Perrin. Qu'est-ce que tu en sais? Ça existe. Alors, comment je vais dire ça? Hein? Il y a, ce qu'il y a dans le royaume Téké, c'est que c'est un royaume très secret, il faut savoir. Beaucoup de choses ne se disent pas. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce royaume. Si ce n'était pas le cas, j'allais te dire tout de suite, ben, Perrin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mystiquement, comment veux-tu que je te le démontre? Je pourrais te le démontrer à la seconde. Mais il y a des choses voilà, qu'il faut essayer de garder un peu, parce que sinon, voilà quoi. Hein? Un jour, on sera tous les deux. Ben ok, d'accord. À la fin de l'émission, je vous dirai ce que je veux et puis vous le ferez. Je Très vais bien. voir. N'hésitez pas. Alors donc, revenons donc sur vous. Et vous aussi, vous êtes reine, vous avez dit, cela veut dire que vous avez ces capacités aussi mystiques. Exactement. 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 Il faut les accepter. Pourquoi j'accepte? Parce que tout simplement, c'est ça ce qui fait la force. Le tout, c'est de savoir les utiliser et ne pas les utiliser dans le mal. Il y a deux manières de faire les choses. Quand vous avez des pouvoirs énormes, mystiques, surnaturels, ces pouvoirs-là, il faut savoir les maîtriser. Quand vous ne les maîtrisez pas, vous pouvez faire du tort à n'importe qui. C'est pour cela que dans le royaume Téké, même quand on met en place un roi, on va chercher la sagesse. C'est-à-dire une personne qui aura tous les pouvoirs, mais qui ne va pas les utiliser contre les autres, qui va les utiliser pour le bien de la population. Alors, on ne peut pas les mettre à disposition de n'importe qui. Et ceux qui en ont, ils existent. Moi-même y compris, on est obligé de rester dans le silence absolu et avoir un comportement digne pour ne pas faire ressortir ça. Et si on en fait ressortir, vraiment, c'est pour faire du bien. Et le bien. Est-ce que, évidemment, je peux comprendre par là, c'est la raison pour laquelle les politiques s'acharnent un peu sur ce royaume, c'est peut-être à la recherche de ces pouvoirs. Exactement. Quand on dit on va à la recherche d'un Kwembali, vous allez aller chercher un Kwembali où? Qui vous a dit que c'est quoi déjà le Kwembali pour la gouverne de nos téléspectateurs? C'est quoi un Kwembali dans le royaume Téké? C'est cet esprit tout-puissant qui anime le royaume Téké et qui anime tout le peuple et toute la population. Cet esprit tout-puissant a été envoyé par Dieu. Dieu, dans la langue Téké, c'est Nzan. Nzan, c'est le caché, l'invisible. Comme lui, il est caché, Dieu. Il est caché, on ne le voit pas. Il est invisible, même s'il nous voit. Il a envoyé auprès de nous son représentant. Et son représentant, c'est Nkwembali, qui est un esprit. Ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. C'est un esprit qui est là et qui veille sur nous, qui nous écoute, qui nous entend, qui nous suit, qui nous protège, qui nous interpelle et qui fait tout avec nous. Il suffit tout simplement de penser et d'avoir des pensées positives pour que lui, il agisse. Ce Nkwembali, il est là. Mais ce Nkwembali, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est un esprit, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas donc le chercher. N'allez pas le chercher. C'est lui qui choisit, qui a la capacité de pouvoir, avec qui il peut travailler et avec qui il peut donner la clairvoyance dans la vision de voir les choses ou alors dans la proximité avec les autres. Mais on ne va jamais le chercher. On ne se réveille pas un matin et puis on dit Nkwembali, viens chez moi, je veux faire ci. Non. De toute façon, il nous assiste tous. Il suffit seulement d'avoir de bonnes pensées. Il suffit seulement d'avoir de bonnes idées. Il suffit seulement de respecter les principes de Nkwembali. Les principes de Nkwembali, ce sont l'amour de l'autre, aimer les autres.
éviter de se salir les mains avec le sang des autres, se rapprocher des autres, garder la sagesse. Une fois qu'on respecte ces principes, Nkwembali est là avec nous, il veille matin, midi, soir. On n'a même pas besoin de l'appeler. Et quand on l'a avec nous, quand on le sent, on a une vie sereine. Et lorsque vous parlez de Nzan, de Nkwembali, ils sont différents de ce Dieu universel que prient les chrétiens et de son Fils, dirait-on, Jésus-Christ. Parce que lorsque vous parlez de Nzon et de Nkwembali, ça me fait penser à cette trilogie, le Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et probablement Dieu l'Esprit aussi. C'est bien différent de cela? C'est une bonne question. Mais de toute façon, Dieu, il est unique. Il n'y a pas 1000 dieux au monde. La preuve, Dieu, c'est dans toutes les langues. On peut l'appeler comme on veut. Dieu est seul et unique. Chez nous, on dit Nzan. Chez les autres, on dit Dieu. Dans d'autres langues, on trouvera Dieu, Dieu. Dans toutes les langues, c'est tout à fait normal. Mais il est unique. On ne va pas nous dire qu'il y a 1000 dieux au monde. Il est unique, le seul. Cependant, pour l'esprit proche, parce que comme Dieu, il est là au-dessus de nous, il ne peut pas se rapprocher de nous. Il est caché. Il faut bien qu'il ait un envoyé. Après, dans des autres croyances, que celui-là dise Jésus, que celui-là dise Mahomet, que celui-là dise je ne sais pas. D'autres, c'est tout à fait normal. Personne ne détient la vérité. La vérité, elle est universelle. Et la vérité universelle, c'est la somme des vérités. Si chez les autres, ils ont compris que c'est ça, chez les uns, ils ont compris que c'est celui-là, dans le royaume Téké, ils ont compris que c'est Nkwembali, mais c'est ces vérités-là qu'on doit additionner et qui nous donnera la vérité universelle. Et cette vérité universelle, c'est Dieu. Et comme quoi le royaume Téké a connu son Dieu bien avant l'arrivée des colons, c'est cela? Exactement. Et les colons le savent et le disent. Ils le disent. Quand nous sommes arrivés, les Noirs avaient leur Dieu, ce n'est pas eux qui nous ont parlé de Dieu. Mais c'est tout à fait normal. On vient de quelque part, on n'est pas venu sur Terre par hasard. Quand on regarde les êtres humains, on est sur Terre. Sur la Terre de qui? Un être humain avait créé la terre. Il y a bien quelqu'un qui a créé la terre, le ciel. Il y a bien un grand esprit qui a fait ça. Il y a bien un grand esprit qui a mis les humains sur terre. C'est pour cela qu'il faut respecter l'être humain. Cette vie n'est pas venue sur terre par hasard. Il y a celui-là qui est là, au-dessus de nous, qui nous observe et qui sait ce qu'il a fait et qui sait pourquoi il l'a fait et qui sait comment est-ce que ça va évoluer et qui sait où ça va. Je vais revenir sur vous, madame. Disons, Sa Majesté la Reine, puisque vous avez préféré qu'on vous appelle par Sa Majesté la Reine. Je n'ai pas préféré, c'est ce que je suis. C'est ce que vous êtes. Merci. Et donc, ma question était de savoir comment vous arrivez à concilier la vie politique, culturelle et surtout votre posture, votre position dans le royaume Téké qui se veut apolitique. Tout à fait. Ça, c'est juste, c'est pas difficile à faire ça, j'ai envie de dire. On peut faire les choses, on peut s'engager dans le domaine politique, comme on dit, politicienne. Mais la culture, c'est aussi une forme de politique. Ce n'est pas un problème. Hein? Le tout, c'est de savoir scinder les deux et ne pas les mélanger. Et vous faites quelle politique? Je fais les deux. Pourquoi je fais les deux? Parce que dans la politique culturelle, ça me ramène à mes racines. C'est mon existence. Nous ne pouvons pas exister tant que nous ne connaissons pas nos racines et nos origines. Tout ce que nous ferons, ça va aller dans le vide. Pour aller quelque part, pour faire tout ce que l'on a envie de faire, politique ou pas. Mais il faut d'abord savoir d'où on vient, qui nous sommes, où on va. Et une fois qu'on existe par nous-mêmes, on peut exister avec les autres. Parce que quand on va avec les autres, on va partager. Je dois savoir qu'est-ce que je vais partager. Pourquoi je vais faire la politique politicienne si je ne sais même pas qui je suis et d'où je viens? Alors, naturellement, ma force vient de mes origines. Ma force vient de mes capacités à reconnaître mes valeurs culturelles. Ma force, c'est essayer d'apporter ces valeurs culturelles et les partager et dans le domaine politique et dans les domaines associatifs. Et c'est ça qui donne ma force. C'est pour cela que j'arrive à concilier les deux. Et j'existe par moi-même. Et même quand je suis, par exemple, à l'étranger, en France, là où je suis, là où ma terre d'accueil, on va le dire,
dans ce monde-là, quand je suis dans le domaine politique, quand je m'exprime en face des autres, qui sont là, et comme vous savez, là où nous parlons, on parle de l'immigration, je fais partie de ces immigrés en France, qui sont des Français immigrés. Mais quand je me présente devant les Européens, je ne suis pas complexé. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je connais mon histoire, je connais ma valeur. J'existe par moi-même et devant vous, je vous dis exactement comment je suis. Je partage avec vous. J'ai des choses à partager avec vous. Et à partir de ce moment-là, les autres aussi sont d'accord pour pouvoir partager. Vous savez qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez, vous connaissez votre personnalité, pas besoin d'être complexé à des autres. Est-ce qu'on peut penser que c'est cette idée que vous véhiculez dans vos ouvrages, dans vos livres? Tout à fait, tout à fait. C'est un peu c'est ça. Reconquérir son identité. Tout à fait. Et c'est ça, je le fais pour les jeunes, pour la future génération. Notre future génération ne peut pas avancer tant que cette génération n'a pas bien mis en place ses racines, ne s'est pas bien accrochée. C'est comme un arbre, sinon ils seront comme un arbre sans racines. Vous devez avoir des racines, des piliers, et les racines, ce sont nos origines. C'est notre existence. C'est ça qui nous fait exister devant les autres. Si les jeunes ne l'ont pas, cette existence, ces origines, c'est une arme. C'est une arme très, très forte. Tant qu'ils ne l'ont pas, ce seront juste des copies vis-à-vis des autres. Je fais juste, en passant, je vais essayer un peu de faire cette anecdote de mon fils quand il était encore à l'école primaire. Il va à l'école et puis les autres lui disent « Mais toi, tu es de quelle origine, toi ?» Mais lui, quand il arrive à la maison, il me dit « Mais maman, je suis français, pourquoi est-ce que les autres me parlent toujours? Je viens d'où? Je suis de quelle origine, etc. » Mais moi, je lui dis « Mon fils, mais c'est très bien ça. Mais ça, c'est des bonnes questions qu'on te pose. Tu viens de quelque part. » Quand on regarde l'Europe, on dit « Bon, l'Europe, c'est le continent des Blancs. L'Afrique, c'est le continent des Noirs. » Très bien, ce n'est pas un problème, on ne va pas avoir un complexe pour ça, mais on fait des échanges. L'être humain est nomade. Il n'y a pas que les Noirs qui viennent ici, il y a plein d'Européens en Afrique, on n'en parle pas. Je dis, mais toi, ta force, effectivement, c'est de dire, ah oui, moi, je viens du Congo-Brazzaville, je viens d'un royaume qui s'appelle le royaume Téké. Voici nos croyances. Chez nous, Dieu, c'est Nzan, nous, c'est Mkwembali. Donc, voilà, mon fils, comment tu dois dire. Et quand mais surtout leur rappeler que mon pays, c'est nous qui avons libéré la France. Exactement. Il faut le rappeler. Tout à fait. Et aussi que Brazzaville a été la capitale de la France libre. Je dis, mon fils, mais c'est bien ça. Désormais, quand tu partiras en face des autres, voilà ce que tu vas dire. Mais j'ai pompé des énergies à ce fils. Mais quand il se présente devant les autres, d'ailleurs, on voit sa carrière aujourd'hui, c'est effectivement parce que j'ai pompé à cet enfant des énergies, des valeurs de ses origines pour ne pas se complexer devant les autres quand on va parler d'un noir. Mais il faut être fier d'être noir. Vous savez, il faut être fier d'être noir, Sa Majesté la Reine Opou. On va parler du royaume Téké, comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu. Alors, vous êtes la romancière du royaume Téké. Est-ce que vous pouvez, en bref, bien entendu, nous expliquer un peu ce que c'est que ce royaume, comment il est structuré, comment il fonctionne? C'est avec plaisir. Au fait, nous avons le royaume Téké, depuis, on parle du XVIIe siècle, mais ma foi, nous n'avons pas de boussole. On espère. Depuis là, le royaume Téké a été mis en place. Pour nous, ça a été mis en place par Nkwembali. Et quand Nkwembali met en place, au fait, l'histoire dit, ça avait débuté dans la forêt Mbé-Okulu, là où le Nkwembali avait appelé les gens pour se réunir. Quand ils se réunissent, les jours se sont passés, les gens n'avaient plus de messages. Beaucoup sont rentrés, il s'est resté 6 familles. Et c'est à ces 6 familles que Nkwembali a parlé pour leur dire, rentrez chez vous, désormais, vous là, les 6 familles, vous êtes restés, vous mettez en place un royaume et désormais, c'est dans les 6 familles qu'on puisera un roi. C'est comme ça. Et ils sont arrivés, ils ont mis en place ce royaume depuis des siècles. Et depuis des siècles, ce royaume fonctionne avec les 6 familles dans lesquelles on puise un roi. Et il y a les 12 qu'on appelle 12 Nkobi. 12 Nkobi, on peut dire Ankobi au pluriel en Téké, Ankobi. Ces 12-là, ce sont ceux-là, parmi les 12, il y aura 5 grands électeurs et les 12 Nkobi, c'est ceux-là qui auront tous les secrets du royaume. Chaque Nkobi détient un secret. Le secret de l'autre Nkobi ne connaît pas. Donc, quand on met en place un roi, c'est chaque Nkobi qui viendra donner
son secret au roi. C'est pour cela que quand on met en place le roi est très puissant parce que c'est le roi qui a les secrets de ces 12 Nkobi. C'est celui-là lorsque vous parlez de Nkobi, c'est ce qu'on appelle les vassaux, c'est cela? Oui, au fait, les autres disent que le mot vassaux, c'est français. Ils préfèrent garder le Nkobi exactement. On peut appeler vassaux, on peut appeler ministre comme on veut. C'est un gouvernement tout autour. Parce qu'il y a aussi la cour royale. Par exemple, dans ma famille, mon arrière-grand-père, Ngalion, était le premier ministre du roi Ilo. Voilà. Mais on l'appelle Ngalion. On ne va pas dire ministre. Ngalion. Hein? Mais on dit Ngaïlion. C'est celui-là qui détient le pouvoir du totem. C'est lui, dans le temps, une forte personnalité. C'est celui-là, mon arrière-grand-père. C'est pour cela qu'on m'appelle aussi Ngalion Ouké, Ngalion femme de mon arrière-grand-père. Donc, ce sont ces gens-là qui forment le royaume autour du royaume et qui font le gouvernement. Le royaume a son gouvernement, a sa cour royale, a ses Nkobi. Donc, à ses porte-paroles. C'est vraiment bien organisé. Hein? Le royaume est très bien organisé. Il n'y a rien à faire. Il suffit seulement d'utiliser cette organisation. Donc, une fois que le roi décède, comme on a eu le décès du roi, parce que le roi, on ne peut trouver un autre roi qu'après le décès de celui qui était là. Après le décès du roi, les 12 Nkobi se retrouvent, choisissent dans quelle famille on va aller puiser un roi, parce qu'on n'est pas roi de père en fils. Donc, si aujourd'hui on était dans la famille Gampio qui est décédée, maintenant il faut trouver parmi les 6 familles une autre dans laquelle on va aller puiser un roi. Et ils vont chercher, ils vont trouver, ils ont leurs critères, ils vont trouver, c'est telle famille. Et dans telle famille, il y a combien de personnes? C'est à eux de choisir qui ils vont puiser par rapport à sa sagesse, à ses connaissances. Et une fois qu'ils décident, il y a ce qu'on appelle les 5 grands électeurs. Ces grands électeurs-là, eux, effectivement, ils vont se mettre ensemble et valider le choix des 12. Et en ce moment-là, ils s'entendent en disant, et celui qu'on a choisi ne doit pas être au courant. Il ne doit pas être averti. Il ne doit rien savoir au fait. C'est une surprise. C'est pour cela qu'on dit, on puise un roi. On ne va pas nommer, on le puise comme on va puiser de l'eau. Et une fois qu'ils sont d'accord, maintenant, ils se mettent d'accord ensemble en disant, tel jour, on se dirige. Et ils vont se diriger vers la personne qu'ils ont choisie. Et quand tu arrives, on t'attrape, c'est fini. Dans le temps, on ficelait, même on t'attrape et on t'emmène. Dans le temps, c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, comme on dit, on est dans le monde moderne. On fait des choses un peu d'une façon moderne. On va arriver, on va expliquer à la personne, voilà, le choix qui a été fait. C'est sur vous et vous n'avez pas le droit de refuser. Et on vous emmène. C'est juste comme ça. Et à partir de ce moment-là, voilà, on t'intronise. On va faire l'intronisation. Ce n'est pas facile. Et c'est là que les 12 Nkobi, tous ceux-là qui sont autour de toi, vont venir autour de toi pour l'initiation et pour te remettre tout ce dont tu as besoin et qui vont t'aider dans la manière dont tu vas gérer le pays. Voilà. Et là, un système, c'est les hommes et les moyens. Là, vous nous parlez un peu de la structure administrative et comment fonctionnait donc le système économique. Dans le système économique, oui, dans le système économique, comme vous savez, depuis la nuit des temps, au fait, dans le royaume, on ne se pose même pas cette question. Parce que quand le roi arrive, tout le monde doit servir ce roi. Le roi, c'est, comment dire ça déjà? Il y a toute la famille tout autour. Il y a la cour royale, il y a des chasseurs, il a tout un monde autour de lui qui fait qu'il n'a... C'est aujourd'hui, maintenant, on commence à parler, on met un peu l'argent qui vient tout gâcher dans le temps et l'espace. Parce que quand on commence à parler de l'argent, ça gâche les choses. Dans le temps, ce n'était pas ça. C'était tout ce qu'on avait, on partageait. Il y a de tout. Il y a de tout. Et puis, on a une terre fertile. On a des agriculteurs. On a tout. On a des chasseurs. On avait tout entre les mains. On rayonnait comme ça. Comment on appelle ça déjà? C'est cet entourage, c'est cette organisation qu'il y a autour du roi qui fait vivre le roi. Et quand il y a un besoin, c'est toute la population qui est là autour du roi. C'est pour cela que dans le royaume Teke, on dit toujours, le plus important, ce n'est pas le matériel. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, ce sont les êtres humains. Parce que quand tu as les êtres humains, tu as la richesse matérielle, toute la richesse que tu veux. Et autour du roi, c'est ce qu'il a. Le roi compte sur sa population. Et ça vient de partout.
Ça vient du Congo-Brazzaville, ça vient du Gabon, ça vient du Congo-Kinshasa, Il n'a rien à demander. Mais Sa Majesté, la Reine Opou, lorsque je vous entends parler, vous avez tendance à utiliser l'imparfait on avait, il y avait, on avait, on avait. C'est comme si vous avez perdu, ou le royaume a perdu quelque chose. C'est sûr que par rapport au temps qui court, comme nous parlons des temps modernes, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'argent, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se perd. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se perd. Parce que tout simplement, cette existence naturelle qu'on avait est en train de disparaître. Mon souhait, c'est qu'effectivement, ça reste. Mais n'empêche, on n'a pas encore perdu les ailes. Mais n'empêche que, quand on regarde de près, regardez, vous êtes vous-même au courant, vous êtes des journalistes. Regardez maintenant, on commence à avoir des dissensions au sein du royaume Téké. Ça, c'est jamais vu. Depuis des siècles, on n'a jamais vu ça. Parce qu'effectivement, depuis des siècles, on était dans les contextes qui nous ont été légués. Aujourd'hui, évidemment, il y a deux coqs dans votre cour, ce qui est d'ailleurs dangereux, ce qui n'est pas vraiment appréciable. Le royaume Téké a aujourd'hui 2 rois sur son trône. Est-ce qu'on peut penser que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi l'argent qui est venu dynamiter ce royaume? Sinon, comment on se retrouve avec 2 Qui parle argent parle politique politicienne. C'est juste une manière de s'exprimer. Oui, on a 2 rois, mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. En 2005, nous avons eu le même problème avec Inchilambeya. Mais on est arrivé à résoudre le problème. Aujourd'hui, c'est revenu, mais dans un autre sens. Au fait, ce qui arrive aujourd'hui ne m'inquiète pas autant. Pourquoi ça ne m'inquiète pas? Parce que c'est tout simplement les 2 qui ont été choisis sont de la même famille. Donc, sont de la famille royale. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord. C'est tout. Ce n'est pas aller plus loin que ça. Donc, oui, mais la question, pendant que vous en parlez, on a 2 rois, on se pose la question comment ça s'est fait, alors que normalement, vous nous avez expliqué un peu la procédure, comment est-ce qu'on va épouser un roi, et comment le royaume est arrivé à l'épouser 2 rois, parce que c'est là tout le problème. Oui, mais selon les explications qu'on a eues, c'est qu'il y a eu un groupe qui est allé puiser le premier roi. Sauf que les autres vassaux, parce que les autres, on va dire les autres Nkobi, qu'on appelle des vassaux, n'étaient pas au courant. Donc les autres se sont dit, mais ce n'est pas normal, on ne peut pas faire des choses comme ça à moitié. Pour aller puiser un roi, il faut que tous les Nkobi se mettent d'accord. Mais là, on dit qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord. Et ceux qui ne s'étaient pas mis d'accord sont les plus nombreux. Et finalement, ceux-là se sont retrouvés en disant, on n'est pas d'accord avec le choix de la minorité. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Nous ne pouvons pas, moi personnellement, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, ceci ne m'inquiète aucunement. J'ai envie de dire ceci. Vous savez, quand on parle du royaume Téké, on dit toujours le royaume Téké a des problèmes. Oui, mais le royaume Téké a toujours été un royaume démocratique. Là où nous avons la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'agir. Et quand vous avez cette liberté, il y a la contradiction. La contradiction, elle est faite pour avancer les choses. Aujourd'hui, nous avons une contradiction entre nous, avançons, et que les vassaux qui sont là, les Nkobi qui sont là, ceux qui ont le pouvoir de gérer les choses, que ceux-là mettent la discipline, ramènent la discipline dans le royaume. On compte sur eux. Il ne sert à rien de pouvoir aggraver le feu qui est. Je suis sûr que ça va s'arranger parce qu'ils sont entre eux, c'est la même famille. Ils vont s'arranger. Le royaume ne peut pas exister avec 2 rois. Il y a un seul roi et ce roi siège à B. Point à la ligne. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on se retrouve avec 2 rois, il y a forcément un qui n'est pas légitime. Je ne voudrais pas vous poser cette question pour savoir qui des 2 est illégitime et qui est légitime, parce que, à moins que vous ayez évidemment l'amabilité de nous répondre à cette question. Non, à cette question, il n'y a que les Nkobi eux-mêmes qui peuvent répondre. Ils sont là, c'est à eux de répondre. Ils ont ce pouvoir. Ils peuvent le faire. Je crois qu'on s'est battu. Quand je m'exprime, je dis toujours, moi, je défends l'entité.
le royaume Téké. Je ne défends pas les personnes. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas là pour défendre X ou Z. Je défends l'entité parce que l'entité royale doit exister. C'est un outil que les ancêtres nous ont laissé. On ne laissera à personne nous gâcher cet outil. C'est notre royaume. Et nous le ferons avec ceux qui ont envie de continuer à construire. Après, ce qui se passe entre les individus, si c'était une personne extérieure, si c'était deux personnes extérieures de la famille royale, on ne laisserait pas. En 2005, on n'a pas laissé. On a vu comment est-ce qu'on avait réagi. Et j'étais au premier plan, c'est parce que c'est en 2005 que j'avais écrit mon livre, Le Royaume Téké. Et quand on me posait la question, Madame Opou, il y a maintenant 2 rois dans le Royaume Téké, je répondais non, il y en a un seul. Si vous allez à Mbé, vous allez voir le roi Gampio. C'est le seul roi que les Nkobi ont mis en place. Il n'y en a pas 2. C'est terminé. Et donc, si j'ai bien compris, le siège du roi, c'est Mbé, c'est cela? Exactement. Exactement. Et nulle part ailleurs. Exactement. Nulle part ailleurs. Alors, la délimitation de ce royaume, il part d'où jusqu'où? Est-ce qu'il traverse les frontières du Congo? Parce que là, c'est la délimitation un peu du colon qui a divisé les pays, Gabon, RDC, Congo-Brazzaville. Mais le royaume en tant que tel, il part d'où à où? Quelles sont les délimitations de ce royaume? Oui, c'est aussi une bonne question. J'ai envie de dire déjà, quand on regarde le Congo-Brazzaville, on dit royaume Téké, non? Oui. Vous allez trouver, il y a 52 ethnies Téké rien qu'au Congo-Brazzaville. Rien qu'au Congo-Brazzaville, le royaume Téké est partout. C'est-à-dire, quand vous dites 52 ethnies Téké, 52. Ah bon? Mais les Téké est un peuple. Le Téké n'est pas une ethnie. C'est l'ensemble des ethnies qui forment le peuple Téké. Si je commence déjà, Kukuya, Ndjiku, Gangoulou, Téké Alima, Wumu, Lali, Tsangi, c'est tout ça les Téké. Ça va jusque dans le Niari, jusque dans la Bwenza. C'est tout les Téké. On est partout. Finalement, c'est tout le Congo. Brazzaville. Hein? Et on dépasse, on va les frontières, on va jusqu'au Congo-Kinshasa. Les Fulunga et autres. On va jusqu'au Gabon, à Franceville, là où était le président Bongo et Téké, avec tout ce qu'il y a. Le Téké est un peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre quand on dit royaume Téké, pour dire c'est royaume d'une ethnie. Non, c'est un royaume qui appartient à tout le monde. C'est pour ça que ce royaume, j'ai dit, avant que notre pays ne soit république, c'était un royaume. La République est assise sur la base du royaume. La République est arrivée après. L'histoire de notre République du Congo, c'est celle-là. Il y a eu d'abord le royaume qui était là, et après, c'est en 1960 qu'on parle de la République du Congo, alors qu'on parle du royaume depuis le XVIIe siècle. Attendez, fils, il n'y a pas de limite. Je ne saurais. Si je mets des limites, je limite le royaume Téké. Il n'y a pas de limite. Nous allons continuer les recherches pour aller jusqu'où nous sommes allés. Par exemple, je vais parler de l'ethnie Wumu. Vous savez ce que ça veut dire Wumu? Wumu, ça veut dire se reposer. Et quand je discute avec mes grands-parents, je leur dis, mais ça veut dire quoi? Vous êtes là? Mes grands-parents, ce sont des propriétaires terriens au niveau d'Igné. Je leur dis, mais ça veut dire quoi Wumu, vous? Il me dit, mais tu sais, petite fille, nous, on vient de loin. Au fait, on était là à marcher. Et puis, quand on arrive là, quand on est fatigué, on s'assied. Et puis, quand on nous pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, on se repose. Wumu, c'est ceux qui se reposent. Le poule, quand on parle de poule chez nous, poule, c'est mpon. Mpon, en téké, ça veut dire la sagesse, le calme. On se repose parce qu'on a besoin d'un peu de calme. Mpon. Jusqu'à aujourd'hui, mpon. Mais on met dans l'administration, poule. Allons, arrêtons. Attendez, mon livre là va paraître, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? Ça veut dire que mpon, quand vous dites le poule. Oui, mpon. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez par exemple dans le quartier d'Igné, on va te dire, c'est mpon. Mpon, c'est poule. Et puis les administrateurs qui écrivent vont vous mettre poule. Mpon, c'est ça. Wumu, on se repose et puis on va repartir. Et puis, une fois qu'ils se sont reposés, et puis à un moment donné, bon, ils n'en peuvent plus d'aller, ils s'arrêtent et puis ils construisent là, et puis voilà. Parce que l'être humain est nomade de nature.
Encore une autre anecdote. Mes grands-parents avaient des serviteurs. On ne va pas appeler des esclaves. Ils avaient des serviteurs. Et moi, je m'approchais de ces gens-là en leur disant, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et les gens me racontaient, mais non, nous sommes des serviteurs de vos grands-parents. Nous les avions toujours servis. On vient de loin, mais bon, on est arrivé là. Nous, on n'a pas de famille. On ne connaît même pas notre famille. Notre famille commence par vos grands-parents. Ah bon? Et oui, parce que c'était les fils des grands chefs, et donc ils avaient leurs serviteurs. Mais ces serviteurs, un jour on sera deux, et je te dirai, Perrin, regarde les serviteurs, regarde l'histoire, regarde les serviteurs qu'ils ont, regarde, ils sont là encore. Et tu vas voir, avec leur manière d'être et leur identité, pour que tu comprennes que les gens même qui écrivent l'histoire, quand on parle de l'Afrique, quand on commence par l'Égypte, ont toujours faussé l'histoire, ce n'est pas vrai. Moi-même, je vis ça. Mais évidemment, l'histoire des Africains ou l'histoire de l'Afrique doit être écrite par les Africains. Malheureusement, on attend encore. Probablement que vous avez déjà donné le ton. Mais on va revenir encore sur vous, même, avec vos ouvrages, bien entendu. À votre actif, j'ai dit, d'entrée de jeu, 14 livres, hein, 14 œuvres littéraires. Vous êtes la romancière du royaume. Est-ce qu'on peut sélectionner quelques 2 ou 3 ouvrages que vous pouvez nous présenter et de quoi parle-t-on dans ces ouvrages? Nous avons le royaume Téké. C'est le royaume Téké. Pourquoi la panthère? Pourquoi la panthère? La panthère, ouais. C'est la sagesse. Parce que dans le royaume Téké, il y a 3 emblèmes. Il y a le lion, la panthère et la civette. Le lion, c'est la force, bien sûr. La panthère, c'est la sagesse. Et puis la civette, c'est ce silence qu'il y a dans le royaume Téké. Mais le silence qui fait la force du royaume Téké. D'aucuns disent que les Tékés sont peureux. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Non, ce n'est pas des peureux. Mais ce sont des personnes qui, dans leur sagesse, ne peuvent pas se mettre à faire du bruit partout, même quand il y a des problèmes graves. C'est pour cela qu'au moment où nous traversons des périodes difficile avec le décès du roi, on est dans le silence. Il faut qu'on reste dans le silence. Il faut qu'on garde cette force du silence, car si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et cette force du silence vient de la civette qui est l'emblème du royaume Téké. La reine Ngalifo, souveraine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire. Ce sont les Européens qui étaient là le jour de son décès, qui lui ont donné ce titre, dernière souveraine d'Afrique noire. Et c'est une femme qui a été décorée plusieurs fois dans le royaume Téké par la France. Et pendant que vous êtes en train de continuer, est-ce que une femme peut devenir, disons, femme roi, peut devenir roi, en fait, un peu? Je suis femme roi. Je suis femme roi. Et je me battrai. Je voulais dire aspirer au trône du royaume. J'aspire. Et nous allons travailler avec la famille royale et des 6 familles qui représentent la royauté pour pouvoir dire qu'il n'est écrit nulle part que dans le royaume Téké, il devait avoir que des hommes rois. Non. Mais il faut qu'il y ait des femmes qui aient la capacité et la force aussi de pouvoir aller dans ce monde-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a pas. Les femmes sont peu en retrait. Elles ont raison. Mais Sa Majesté, la Reine Opou, vous avez dit tout à l'heure que celui qui doit devenir roi ne doit pas le savoir. Et vous exactement, c'est ce que je dis. Mais n'empêche que dans les discussions aussi, il faut en parler. Parce que nos Nkobi, nos vassaux, qui sont là depuis la nuit des temps, ont pris pour habitude d'aller puiser les rois. Est-ce qu'il leur arrive le temps de discuter pour dire, demain, plus tard, on ne sait pas quand, nous pouvons aussi quelque part aller puiser une femme. Mais pour y penser, il faut en parler d'abord. Sinon, mais c'est ça aussi. Ils n'ont pas la science infuse. Ils ont aussi besoin que quelque part, il y ait des personnes qui leur mettent cette lumière. Je me le permets parce que c'est ma famille. Moi, je les appelle et je leur dis, je suis là. Au cas où. Oui, mais évidemment, parce qu'il y a un aspect quand même qui risque de clocher. Je rappelle également à nos téléspectateurs que vous êtes française de nationalité. Mais alors, je me pose la question, une reine, sinon reine femme roi, à la fois congolaise et française, je me demande comment est-ce que cela est possible. Mais attendez, mais c'est une richesse, mais c'est une force.
Mais Perrin, mais ça sera tellement une force pour le royaume que le royaume dépassera la limite de Mbé. Il n'est pas dit, il ne faut pas que le royaume reste figé quelque part. Il faut que le royaume soit effectivement reconnu au niveau international. Il faut que le royaume vive avec les autres. On n'est pas là à être dans une petite structure, mais c'est grand le royaume. C'est parce qu'on est grand qu'on doit sortir du petit cocon, là où on nous met chaque jour. C'est pas parce qu'on dit que le siège est à Mbé, le royaume dépasse l'espace de Mbé. Et il y a beaucoup qui attendent de ce royaume. J'ai eu des jeunes des États-Unis qui m'appellent et qui me disent, qui ont lu mes livres et qui disent, mais la reine, nous, on a fait le test ADN. On nous a dit, nous sommes du royaume Téké. On veut découvrir ce royaume. On veut connaître qu'est-ce que c'est que ce royaume. On veut savoir ce royaume. On veut. Mais il y a tout ce monde-là qui arrive. Il y a tous les jeunes du Congo. J'ai du bonheur quand je suis au Congo-Brazzaville, quand je vois les jeunes qui s'approchent de moi en me disant, maman, s'il y a une maman qui nous donne la force d'exister ici au Congo, c'est bien vous. L'histoire du royaume Téké nous interpelle, c'est à nous. Maintenant, on s'est rendu compte que le royaume nous appartient. C'est ça le royaume. Et quand vous avez effectivement une maman qui peut ramener ce royaume loin, au-delà des frontières virtuelles qu'on nous a mis, mais c'est celle-là qu'il nous faut. C'est celle-là qui a la voix. C'est celle-là qui peut aller frapper à des portes pour pouvoir dire, il faut faire avec là. Il faut avancer avec les autres. Il faut. Ce n'est pas en restant assis, on ne dit pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit le roi, le siège de roi, c'est B, que le roi doit venir s'asseoir là et c'est fini, terminé. Non. Non, ce n'est pas ça le royaume Téké. C'est pas ça le royaume Téké. Vous êtes en train de nous présenter donc vos ouvrages. Le troisième livre, c'est quoi que vous avez sélectionné? Alors, il y en a tellement. Alors, j'avais le choix entre Voix de sagesse Téké. Voix de sagesse Téké, ce sont des proverbes. Et c'est bien, ça va ensemble avec le griot. Le griot, ce sont les contes. Pourquoi les contes et les proverbes? Parce que tout simplement, dans le royaume Téké, dans notre tradition, on éduque les enfants à travers les proverbes et à travers les contes. Je peux parler de ce livre, Voix de sagesse Téké, plutôt ce sont les contes. Les contes essentiellement Téké. Oui. Et quand j'écrivais, le titre de ce livre, j'avais donné Les contes de chez nous. C'est l'Harmattan qui a changé le titre. Parce que quand ils ont lu, ils ont vu que, parce qu'après chaque conte, il y a la morale. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de sagesse dans ça. Et c'est l'Harmattan qui a donné le titre de ce livre, Voix de sagesse Téké. Et il y a une sagesse extraordinaire. C'est là, c'est ça qui fait l'éducation des enfants. C'est ça qui ramène les gens à leurs valeurs. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça ce que je véhicule. Et j'ai le bonheur. Je le fais avec grand bonheur. Et avec une facilité. Mais alors, je suis sûr que les mannes sont avec moi et me prêtent la main forte. Je vais vous donner encore un exemple. J'étais au cours d'une conférence. Dans cette conférence, vous voyez, c'était la conférence de Martin Luther King. Ça n'a rien à voir avec notre tradition, mais je viens là. Et dans la salle, ici, en France, à Lyon, à l'hôtel de ville, il y avait des gens qui étaient en train de mettre en cause le travail de Martin Luther King. Il y a d'autres qui disaient, oui, mais il a combattu le racisme, mais il y a toujours le racisme. Il a fait ci, mais il y a toujours ci. Il a fait ça, mais on était en train de combattre ce monsieur. Et il y a d'autres qui disaient, oui, il est venu en France, mais nous, les socialistes, on n'était pas partis parce que… Attendez. J'ai regardé la photo de Martin Luther King qu'on avait exposée. J'ai vu dans son regard quelqu'un qui me disait, ma sœur, défends-moi. Et là, je prends la parole. Et quand je prends la parole, j'explique. Mais attendez, arrêtez. Martin Luther King ne s'est pas seulement battu contre le racisme. Martin Luther King a défendu la justice. Et aujourd'hui, l'injustice, tout le monde vit l'injustice dans ce monde. Lui, il s'est levé et il a crié contre l'injustice. Alors, le racisme fait partie des injustices, mais il n'y a pas que ça. Quand vous dites, vous, qu'il a fait son discours, les socialistes ne sont pas venus, alors qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Alors, quand il est venu, il y a eu des milliers de personnes. Qu'est-ce qui est plus important? Les présents ou les absents? Et c'était ça, quand j'ai fini mon message, les gens se sont levés. Et j'ai vu des gens, il y avait des Américains qui étaient là, des Français naturellement, et ils sont venus me voir en disant,
Madame Opou, vous savez quoi? Je dis quoi? Quand vous vous exprimiez là, ce n'était pas vous. C'était vos ancêtres qui s'exprimaient à votre place. Vous étiez en transe alors. Exact. Mais alors là, quand ils m'ont dit ça, je me dis, waouh, parce que les Européens aussi connaissent nos mâles et nos ancêtres. C'est là où j'ai compris que, effectivement, les esprits n'ont pas de frontières. Ça se voit. Et c'est comme ça. Les esprits n'ont pas de frontières, évidemment. Nous pouvons déjà donc aborder l'autre aspect de notre émission, c'est le côté politique. Vous êtes femme de lettres, mais vous êtes aussi femme politique pour avoir, je pense, déjà assumé certaines fonctions administratives, mais aussi politiques. Vous avez été adjointe au maire, vous avez été aussi maire au Congo, adjointe au maire bien entendu en France. Alors aujourd'hui, il y a un thème de campagne, l'immigration, qui fait parler d'elle. Au niveau de la France, vous êtes également française, vous êtes femme politique, je l'ai dit tout à l'heure, et vous étiez déjà en train de nous parler comment vous avez défendu les idées de Martin Luther King, si ce n'est pas lui-même. Alors, quelle appréciation vous avez sur ce thème de campagne, l'immigration, qui semble être un peu subjectif d'ailleurs, puisque désormais, lorsqu'on dit immigration, on vise beaucoup plus les Africains, mais des Noirs africains, bien entendu. Parce que l'immigration, c'est tout le monde qui migre, mais lorsqu'on pointe l'immigration en France, particulièrement, c'est beaucoup plus les Africains et les Noirs africains. Quelle appréciation vous avez de ce thème sur l'immigration? Ce n'est pas un thème d'aujourd'hui. Marine Le Pen est là depuis la nuit des temps, vous savez. Nous, quelque part, on est un peu habitués à ce thème. Quand les gens, les politiques, n'ont plus autre chose à dire, à donner, ils font sortir le racisme. Mais ce n'est pas grave. Le racisme ne fait du tort qu'à celui qui porte le racisme. Ça ne nous dit rien. Maintenant, je vais dire ce que je pense du racisme. Oui, mais après, ça conditionne certains jeunes qui passent à l'acte. C'est ça le problème. Oui, ça peut conditionner. Quels jeunes ça conditionne? Ça, ce sont les médias aussi qui le disent. Oui, pourquoi pas? Dans toute société, c'est toujours les politiques qui vont nous créer, des politiciens qui vont nous créer ces problèmes, diviser pour régner. Il faut bien trouver des thèmes de division. Et l'immigration, mais c'est le thème qui divise. Mais pourquoi pas? Chez nous, on utilise les ethnies pour diviser. Si on n'a pas peur de vivre avec les ethnies entre nous, malgré la division qu'on nous emmène, pourquoi on aura peur de l'immigration? Et puis, j'ai envie aussi de dire ceci. Ceux qui parlent de l'immigration ne connaissent pas l'histoire de la France. Il faut leur rappeler peut-être. Une rose pour les tirailleurs. Ce document, quand je l'ai écrit, je suis allé voir les anciens combattants ici en France. Quand ils ont lu ce livre, ils ont dit, « Madame, vous parlez comme si vous étiez présent quand ça se passait, mais c'est exactement comme ça. » J'ai visité, j'ai tenu des conférences partout dans les cimetières, là où on enterrait les tirailleurs africains, ici dans le Rhône. On m'appelait partout, tous les 1er novembre de toutes les années, en tant que présidente du collectif des associations africaines de la région Rhône-Alpes. Je suis allée sur place, voir et comprendre comment ça s'est passé. Et vous savez, les Africains qui sont venus pour aider la France à se sortir de l'occupation des nazis ont souffert pendant cette guerre. Ils ont été sacrifiés. C'est pour cela qu'on les appelle des chairs à canon. Quand je discute avec les gens, ils me disent, mais vous savez, des fois, quand les Allemands attrapaient les Africains, ils disaient, on ne va pas perdre nos balles. On les faisait coucher et il y a les chars qui leur marchaient dessus. Quand ils étaient pendant la guerre, on entreposait les Africains comme des briques. C'est pour cela qu'on les appelle des chairs à canon. Les Africains ont souffert pour libérer la France. La patrie appartient à celui qui la défend. Nos frères ont défendu la France. Les gens ont beau parler de l'immigration. Nous serons là parce que c'est nous qui allons défendre cela aussi. Il faut que nos jeunes se saisissent de l'histoire. Il faut qu'ils se saisissent. Il ne faut pas oublier. Demain matin, quand la France aura des problèmes, il va encore appeler des Africains au rescousse. Arrêtons. Nous, je ne me considère pas comme étranger en France. Je suis chez moi. D'ailleurs, je suis né en 1953. J'étais dans l'Afrique équatoriale française. Mon acte de naissance, c'est français. Je n'ai fait que la réintégration en France. Je suis française. Et si tu l'es, tant mieux. Le blanc, quelque part qu'il est, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Tu fais ton racisme, c'est ton problème.
j'ai le droit d'exister. Et je te dirais en face, la France, nous l'avions défendue. Allez-y voir dans les cimetières comment nous sommes. Allez-y voir depuis la nuit des temps ce que nous avons fait pour la France. Quand nous parlons de la République du Congo-Brazzaville, Brazzaville a été la capitale de la France libre pendant l'occupation des nazis. Alors, on n'a pas le droit, on a tous les droits. Quand je suis en France, je suis chez moi. Quand je suis au Congo-Brazzaville, je suis chez moi. Les gens qui parlent autant les gens prennent l'immigration, naturellement qu'il faut en parler. C'est la politique. Ne nous empêche pas de la faire. J'ai gagné les élections dans le 7e arrondissement. On dit que le 7e arrondissement de Lyon, c'est l'arrondissement le plus raciste et le plus grand arrondissement. Je l'ai gagné haut les mains. Comment vous y êtes pris d'ailleurs? Comment vous avez fait? J'étais au Parti socialiste. J'étais secrétaire de section du Parti socialiste. Et les étrangers, normalement, on ne les prend pas en tant que secrétaire de section d'un parti. J'ai géré le Parti socialiste. Au fait, avec mes choses sont Gérald Collomb, maire de Lyon, mais c'était une personne, c'était un parrain qui m'a toujours porté. Quand il fallait le représenter quelque part, c'est Madame Opou. C'est moi. Mais dans l'humilité, dans la simplicité, avec beaucoup d'intelligence, on arrive à faire beaucoup de choses. C'est pour cela que je dis la sagesse était dans le silence. C'est ça la force. Quand je suis arrivée au Congo, j'ai été élue au Congo conseillère avant d'être maire de l'arrondissement. Quand le président de la République a nommé Madame Opou maire de l'arrondissement, du 7e arrondissement de Filungamaba, je suis restée 2 années. J'ai fait le travail que j'ai pu faire. Jusqu'à aujourd'hui, je suis Madame le maire, la femme populaire. Mais pourquoi vous êtes partie? Pourquoi vous avez abandonné? Je ne suis pas partie. Il faut savoir que c'est des nominations. C'est des nominations. Et puis moi, je suis quelqu'un qui pense que ce n'est pas parce qu'on vous a nommé que vous allez rester là pour l'éternité. 2 ans, c'est beaucoup. Parce qu'il y a un grand travail. Quand on est maire d'un arrondissement au Congo-Brazzaville, on a tous les pouvoirs pour gérer un arrondissement. Les maires d'arrondissement, ici, j'ai été adjointe au maire chargé à la vie associative. C'était pas petit, c'était grand. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné mon expérience de travail. Très beau et j'ai tous les moyens pour le travail. J'arrive là-bas, maire, 2 ans, c'est beaucoup. Et après, on nomme quelqu'un d'autre à la place, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir acquérir cette expérience, de pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent chez nous. Je sais comment ça fonctionne. Je suis passé par les élections, je sais comment ça fonctionne. S'il y a une femme qui est bien soutenue politiquement, que ce soit en France, que ce soit au Congo-Brazzaville, c'est bien moi, je ne me plains de rien. Mais je donne le temps au temps. Je ne me précipite pas. Je n'ai pas des ambitions pour pouvoir dire je dois être. Non, ce n'est pas ça. Mais je sais que j'ai des compétences. Et quand le pays aura besoin des compétences, je répondrai oui. Comme la France aujourd'hui avec Macron. Quand Macron avait eu besoin des personnes pour se présenter, parce qu'il y a eu des élections des conseillers des Français de l'étranger, on m'a fait appel. J'ai répondu oui. Je suis chez moi. Aujourd'hui, j'ai créé l'association qu'on appelle le réseau des Français de l'étranger. Je suis la présidente de cette association. J'avance. L'essentiel est qu'on puisse exister et ne pas rester bras croisés. Les combats, c'est partout. C'est partout. Là où l'on est, là où on mange, là où on travaille. On fait la politique tous les jours. La politique, ce n'est pas seulement aller dans la politique politicienne. Ce n'est pas là-bas. La vraie politique, c'est la politique de terrain. Et ça, je sais le faire. Et j'ai les compétences pour ça. On va revenir donc dans le royaume pour évidemment terminer. Et là, la question était de savoir un peu les relations entre le royaume Téké et les autres royaumes, parce que nous savons qu'au Congo, c'est vrai que vous avez essayé de nous expliquer comment s'étend le royaume Téké. Vous avez parlé jusqu'au bout, enfin à l'extérieur même du Congo, donc au-delà du Congo. Mais au Congo, il y a d'autres royaumes, naturellement le royaume Luango, le royaume Congo, je ne sais pas si ça existe encore. Quelles sont donc les relations entre le royaume Téké et les autres royaumes du Congo? Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec le royaume Luango et le royaume Téké, ce sont 2 royaumes frères qui sont toujours ensemble depuis la nuit des temps. Ils travaillent toujours ensemble. Et d'ailleurs, je puis dire aujourd'hui, j'ai été adopté par la famille Chikaya Makosso. Je suis moi-même du royaume Luango aussi. Je pense que c'est 2 royaumes qui ont toujours. Et là-bas, on vous appelle comment? Chikaya Makosso. Ah c'est bon? moi-même, la seule et l'unique.
c'est moi. Et puis, le royaume Congo, naturellement, on en parle. Mais attendez, c'est ça qui fait la richesse de l'Afrique. Comme je l'ai dit, personne ne détient la science infuse. Le royaume Téké, le royaume Congo existe. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose, mais je vais essayer un peu de me plonger dans les écrits des autres pour pouvoir comprendre le royaume Congo. C'est normal. C'est ça qui fait la richesse de l'Afrique. Et ce sont ces royaumes-là qui, demain, qui font la force de nos entités républiques aujourd'hui. Avec eux, il n'y a pas de problème. Je crois que entre les royaumes, il n'y a aucun problème. Et que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pourvu que dans chaque royaume, de ces royaumes existants, il y a des personnes qui travaillent pour pouvoir faire persister ces royaumes, pour que ces royaumes perdurent dans le temps et l'espace et servent d'exemple à la nouvelle, à la future génération, dans la sagesse de gérer les choses, dans la sagesse du vivre ensemble, dans la sagesse de la solidarité. Et une fois que nous sommes dans cette sagesse, alors, c'est toujours un plus quand les autres sont là. Et c'est l'union qui fait la force. Ce que nous refusons, c'est qu'on nous divise. Si ça peut nous rassembler, c'est ça ce qu'il faut. Évidemment, ça sera probablement la dernière question. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui? Ce n'est qu'un secret de polichinelle, hein. Les Congolais sont totalement divisés. On parle du tribalisme, les clans par-ci, les clans par-là. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Et s'il y avait un message à porter vers les Congolais, que leur diriez-vous? Oui. Si chez les autres, on parle de racisme, chez nous, on va parler du tribalisme. Ce n'est un secret pour personne. Le tribalisme existe. Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis la politique politicienne divise. Mais pour diviser, il faut trouver des sujets qui divisent. Les sujets qui divisent, chez nous, c'est le tribalisme. Ici, c'est le racisme. Et ça marche. Ça marche. C'est dommage, mais ça marche. Mais c'est ce que je dis. Je dis, maintenant, il va falloir que nous, qui sommes dans le domaine culturel, nous qui sommes dans les royaumes, nous, c'est nous qui devons rassembler. C'est notre devoir de rassembler. Au moins là, on peut dire à notre monde, venez, on est une seule personne. Qu'on ne nous trompe pas, on est une seule personne. Quand je suis au Congo, je ne me dis pas, je pars du royaume Téké, mais je ne dis pas je suis Téké parce que non, on est du royaume Téké, le royaume Téké c'est notre royaume. Mais je suis du nord au sud, de l'est à l'ouest congolaise d'abord. J'ai toujours dit ceci, regardez, nous avons beaucoup de Ouest africains chez nous, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, quand vous voyez quelqu'un, vous dites c'est un Ouest africain. On peut vous dire que c'est un Malien. Est-ce que vous allez chercher, oui, vous êtes Malien, vous êtes de quelle ethnie du Mali? Vous dites, il est Malien, ou il est Sénégalais, ou il est Ivoirien, ou il est je ne sais pas quoi. Mais jamais vous ne rentrez dans la profondeur de dire ethnie, même quand nous avons nos frères du Congo démocratique. On dit, eux, ils sont du Congo démocratique, mais on ne va pas chercher s'ils viennent de telle ou telle ethnie. Pourquoi au Congo-Brazzaville, dès qu'on se voit les frères que nous sommes, on va dire, elle est des plateaux, elle est du je ne sais pas quoi, elle est de telle ethnie. Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut qu'on se regarde. Mais ça, je ne rentre pas dans ce jeu. Je suis moi, la reine, la seule et l'unique. Tous, c'est mon monde. J'ai mes sœurs, mes frères au Congo. Je suis la plus riche de tout le monde parce que ce sont ceux-là qui font ma force. Et jamais je me diviserai de ça. Et personne ne va me changer de ça. Personne, aucun langage. Nous avons des politiques qui font. On a des opposants, des trucs. C'est normal. C'est tout à fait normal. Dans la politique politicienne, il y a tout ça. Et attendez, politique sans opposants, pour l'opposant sans juge, c'est tout à fait normal. Parce que personne ne détient la science infuse. Il faut qu'il y ait cette confrontation parce que c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Pour le reste, il faut qu'on arrête de nous diviser. On n'en a pas besoin. Ben voilà, et je serai là toujours pour dire, nous sommes des frères et des sœurs. Donnons-nous la main. Restons solidaires. Allons. Restons solidaires et lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est vraiment les mânes qui parlent à votre place. Vous êtes dynamique, mais en tout cas, lorsque vous prononcez les termes, c'est avec vivacité. Mais j'allais juste vous demander, je crois que c'est possible, et ça sera donc la fin, je vous accorderai quelques 2 minutes pour que vous vous adressiez évidemment au royaume Téké qui est devenu un poulailler avec 2 coqs.
mais ça sera en langue, si c'est possible, bien entendu. Très bien. Avec plaisir. Banankwembali, me bouiliele. Biabia bari. Akura lendi, li wol bari. Kali walandawa baro. Li walandawa bari. Ya baro kalwe. Olo bime yubuni. Bime yubuni. Bara biabe ba te kuatibu. Lime yoyo. Lime yoyo. Lime yoyo mutarwa yo mabiabe. Tarwa yo mabiabe lo kinini. Il faut pas baraka talba talbiabe akatandi o. Anko ba abusan pabo. Lime mpawo. Ndowe. Ando ila mubara. Kala. Lobo biabe yeko. Lui ko mieli liame. Iko mielu mieli kunta iko biabe. Ko limburu amari. Ngulunkiwo. Yila bara bime. Bu ankoba biabe ba suyando. Li vanchina li suyando. Li suyando mu kolo ngatpili li biabe. Biabe ya biabe ankwe. Biabe ango. Ima ba na nkwembali. Ima. Yubuli wali lo biabe li wali swinga me abar yubu. Yubu amun biabe ngati bar pamba bara me. Kalisobo bili wame anta. Elle me yo barame li me ambili toli tula mutula barboile li me ambili li yulando bime entre bime bime be banbam bangongo mo tarngomo li suyando wa yenkula li suyu kongo mo akala li yulando mukolo mumpunga tuli la puru onando wa yenkula nkula be ila bieli tala mengandi ngali suibo miongo ufa beli li pali palintu perital boliatio biabie ubolili akuro boase biabie mpun li yulumpun li yemukolo li meyoyo li meyambili tali me mwambile oh li me mwambile li me mwambile oh li me mwambile banula li me mwambile banula li me mwambile Limeyoyo, oh limeyoyo, limeyoyo, oh limeyoyo, limeyoyo banula limeyoyo banula limeyoyo. Nous vous disons donc grand merci, Sa Majesté la Reine Opu, d'avoir répondu à toutes nos questions et probablement que nous reviendrons cette fois-là, ça sera essentiellement sur le royaume pour découvrir d'autres aspects, bien entendu, de ce royaume. En tout cas, grand merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci d'avoir consacré une fois de plus votre temps à nous suivre. Restez toujours branchés sur Téler TV. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions. C'est une façon pour vous de participer, bien sûr, à la liberté d'expression, mais aussi faire de sorte que le monde entier découvre ce que c'est que le Congo et pour aujourd'hui, essentiellement, ce que c'est que le royaume Téké. Grand merci à vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et dans le même temps, je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse fête de fin d'année, peut-être aussi de nouvel an. Merci.